expérience, les Covid, Les gastro. les gastro, et ben, tout ce qu'apporte la famille, on nous fait l'expérience venant de plus ou moins loin, etc. Bon, et de toute façon, bien sûr, je souhaite la meilleure année possible à tous, au moins aussi supportable que la précédente, si possible plus heureuse. Chacun évidemment a ses préoccupations particulières, personnelles. Nous avons aussi des préoccupations quand même tournées vers l'état présent du monde. Ça n'est pas toujours réjouissant. Et pour cela, évidemment, enfin, il en va du monde comme de nous-mêmes. Évidemment, les vœux, c'est un rite, on a de bonnes raisons de s'y plier. Ça ne suffit pas, il faut se bouger un peu. Alors voilà, bougeons-nous, en espérant que les choses iront par cela mieux. Alors, je vais bien sûr poursuivre, et dès aujourd'hui, en entrant dans le chapitre 2 de notre appendice, à la 4e partie. Comme vous avez pu le constater, je n'avance pas à pas de géant. Je n'ai pas d'ailleurs pour le moment l'intention d'allonger le pas ou d'accélérer la cadence. Tout ce que je peux dire pour peut-être rassurer ceux qui concevraient certaines inquiétudes à partir de ce qui va être dit aujourd'hui, que ça ne deviendra jamais au cours de l'année qui vient, ça ne deviendra jamais plus abstrait, plus difficile que ça ne risque de l'être cette fois-ci. Parce qu'il va falloir quand même entrer un peu dans des considérations d'ontologie, de métaphysique spinoziste. Donc forcément, ce sera un tout petit peu difficile, mais je peux m'engager à ce que, disons, rien dans l'avenir ne dépasse le niveau de difficulté par lequel il va bien falloir quand même passer, sinon aujourd'hui, du moins la fois suivante, mais probablement en fait dès aujourd'hui. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même, bon, ça c'est simplement un peu pour rire, mais je vais vous présenter un livre sur lequel je vous conseille absolument de vous précipiter si vous le trouvez pour une somme modique, enfin raisonnable. C'est celui-ci, ça s'appelle Citation de Spinoza expliquée. Alors ne manquez surtout pas ce livre, parce que il a une particularité d'être, à mon avis, en tout cas si vous avez mieux, je suis preneur, le plus mauvais livre qui ait jamais été écrit sur Spinoza. Le pire de tous. Je me souviens que c'est mon fils, professeur de philosophie, qui avait attiré mon attention sur ce livre, qui a pour auteur un certain Marc Halévy, et qui s'intitule, alors je vais vous expliquer pourquoi il faut se précipiter pour l'acheter si vous le trouvez, encore une fois, pour une somme raisonnable, qui est intitulé « Citation de Spinoza expliquée ». Et vous avez en effet une centaine de citations de Spinoza expliquées. Alors, ce dont on s'aperçoit quand on regarde ce livre, il n'y a pas besoin de le regarder de très près pour s'apercevoir à l'introduction, la préface, que celui qui présente les citations ne connaît absolument rien à la philosophie de Spinoza, n'en a pas la moindre idée. Et ensuite, quand on parcourt les citations, qui sont toutes référencées de façon très approximative, parce que ça n'est jamais une référence exacte, enfin précise, il y a marqué éthique, il y a marqué traité théologico-politique, mais quand on lit les citations, par exemple, quand on lit ceci, la mélancolie n'est que de la ferveur retombée. La mélancolie n'est que de la ferveur retombée. Ça peut donner à penser, mais quiconque a fréquenté un tant soit peu les écrits de Spinoza sait que Spinoza ne pouvait pas avoir écrit une chose pareille, c'est pas possible. Ce n'est pas son style, ça n'est pas... Bon, et c'est pas très étonnant parce que cette citation qui est référencée dans la correspondance de Spinoza, elle a pour provenance les nourritures terrestres de Gide. Et à la page suivante, on trouve cette citation qui donne beaucoup à penser, elle, et qui a un sens, à mon avis, très profond. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais peu importe. Entre deux hommes qui n'ont pas l'expérience de Dieu, celui qui le nie en est peut-être le plus près. Ça, c'est référencé au traité théologico-politique. C'est une citation de Simone Veil. Alors, dans le chapitre sur l'amour, vous avez différentes citations. Dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et l'autre qui est joué. Ça aussi, ça donne à penser. Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre. C'est une citation de Nietzsche.
toujours dans les citations de Spinoza expliquées. Hein. Voilà. Ceci, comme j'ai aimé cette femme, et le râle, et l'asphyxie, et l'étau. Comme j'ai aimé cette femme, et le râle, et l'asphyxie, et l'étau. Ça, je ne crois pas qu'on puisse écrire de manière aussi différente, opposée à la façon dont Spinoza écrit. Alors ça, c'est extrait d'une... cet extrait de... j'ai loupé... Enfin, je crois que ça vient... oui, ça vient du... ça vient de Claudel, je crois. Oui, c'est ça, ça vient du partage de midi de Paul Claudel. Bon, je vous en passe quelques-unes. Alors celle-ci, je n'ai pas eu besoin de chercher très loin, parce que c'est une grande folie que de vouloir être sage tout seul. C'est une citation assez connue de La Rochefoucauld, c'est une maxime de La Rochefoucauld. Ça c'est une très belle citation. L'art d'aimer, point d'interrogation, c'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une anémone. C'est joli ça aussi. Hein. C'est de Sioran, ça se trouve dans les syllogismes de l'amertume. Bon, allez, encore une ou deux quand même pour le plaisir. Le courage et la joie sont deux facteurs vitaux. Spinoza aurait presque pu écrire ça. Il n'aurait pas dit facteurs vitaux, mais peu importe. Ça vient du journal d'Anne Frank. Bref, bon, je ne vais pas plus loin. Dans Tout feu d'artifice, il y a un bouquet final, le voici. Il y a ce Marc Lévy est l'auteur, dans la même collection chez le même éditeur, des citations de Spinoza expliquées, des citations de Nietzsche expliquées. Eh bien, accrochez vos chaises et vos tables, il y a dans les deux livres une citation qui est la même, voilà, qui est référencée chez Spinoza dans celui-ci et chez Nietzsche dans l'autre. Voilà. Bon, nous avons eu avec mon fils quelques relations avec les éditions Erol qui étaient un petit peu embêtés, qui nous ont même proposé des sous pour toiletter ce petit livre et en faire quelque chose de présentable, ce qu'évidemment nous avons refusé parce que c'est inamendable, c'est irrectifiable, c'est incorrigeable, donc nous les avons laissés dans le... Alors le livre a été réédité, et là j'ai un peu regardé dedans, les citations sont toutes de Spinoza, mais je ne vais pas regarder le commentaire parce que j'ai été un peu découragé d'y entrer. Donc si vous trouvez ce livre, attention de bien vous procurer l'édition de 2013, et pas une édition postérieure, parce que l'édition postérieure, c'est une édition révisée, c'est quand même moins rigolo que d'avoir ça. Bon, j'ai passé quelques années, chaque fois que j'entrais dans une librairie, à aller voir dans le rayon de philosophie s'il n'y avait pas le bouquin, et en général, quand je le trouvais, je le mettais sous le nez du libraire en lui montrant quelques-uns des exemples que je vous ai montrés. Les libraires étaient un petit peu... Je me suis fait sérieusement rabourer une seule fois par la librairie Giberjeune à Paris, celle qui était à Saint-Michel, en bas, qui a disparu d'ailleurs, qui m'a demandé de quoi je me mêlais, qu'après tout la liberté de publication était totale en France, et que vraiment c'était un détestable état d'esprit que d'essayer de pratiquer la censure, et qu'ils avaient bien le droit chez Gibert de vendre ça s'ils estimaient que c'est le... Bon, voilà. Bref, citation de Spinoza expliquée, Marc Lévy, si vous tombez là-dessus, dans la bonne édition, hein, c'est-à-dire celle que je viens de citer, eh bien, ça, ce sera collector un jour, j'en suis sûr. Bon, voilà. Allez, fini de rigoler. Nous allons donc revenir à notre appendice. Je vais quand même, avant d'entrer dans le deuxième chapitre de cet appendice, revenir très rapidement sur le premier chapitre, dans lequel, je crois que je l'avais signalé, se trouve quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte d'incohérence, ou en tout cas qui fait difficulté. Puisque je relis au moins certains fragments de ce premier chapitre, Spinoza nous dit que tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature. Tous nos efforts, c'est-à-dire tous nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature. Suivent, procèdent, découlent, si vous voulez, de la nécessité de notre nature. Et ensuite, il écrit, distinguant deux espèces de désirs, que certains peuvent être compris par cette seule nature, comme par leur cause prochaine, tandis que d'autres ne peuvent être compris que, je le cite, en tant que nous sommes une partie de la nature. Donc les désirs sont divisés en deux catégories, ceux qui se comprennent à partir de notre seule nature, et ceux qui peuvent se comprendre, qui doivent même être compris,
à partir de ce fait que nous appartenons à la grande nature, au Dieu nature, à la substance divine, et que nous sommes une partie qui, continue Spinoza, ne peut être conçue adéquatement par elle-même. Bien. Il y a comme une difficulté, puisque lorsqu'il est question de nos désirs qui suivent de la nécessité de notre nature, il est question de tous les désirs, tous nos désirs. Mais si tous nos désirs suivent de la nécessité de notre nature, comment peut-on les distinguer ensuite entre ceux qui se comprennent par cette seule nature, la nôtre seule, de ceux qui doivent être compris par le fait que nous appartenons à la grande nature avec un N majuscule, si vous voulez. C'est la raison. Pardon? C'est des raisonnés. Et oui, mais alors, le problème, c'est que dans la lettre du texte, on ne voit pas cette différence apparaître. Alors, je pense que, en fait, il semblerait qu'il soit question, d'une part, de notre nature, dans un sens, et ensuite de notre seule nature, cette seule nature, en un autre sens, puisque notre nature est placée en situation de genre, et ensuite, les désirs qui peuvent être compris par cette seule nature, la nôtre, comme par leur cause prochaine, sont une espèce au sein de ce genre, l'autre espèce étant ces désirs qui ne peuvent être compris que par notre appartenance à la grande nature. Je crois qu'il faut comprendre de cette façon-là. Sinon, on introduit une difficulté. Je fais une petite parenthèse. Comme je vous l'avais sans doute dit au début de cette année, je ne pourrais absolument pas explorer le réseau des difficultés, des problèmes, des énigmes, quelquefois peut-être d'ailleurs insolubles, devant lesquels nous place la philosophie de Spinoza, et en particulier les concepts fondamentaux de la métaphysique de Spinoza. Je vous l'ai dit, je ne pourrais pas. Mon but ici, c'est de faire, disons, de faire comprendre ce qu'est l'esprit à partir de la lettre, faire comprendre ce qu'est l'esprit de la philosophie de Spinoza, mais je ne peux pas explorer l'univers des difficultés devant lesquelles cette philosophie nous place. Je l'avais dit, la référence pour mener à bien cette exploration, ce sont les deux livres d'Alquier, Leçons sur Spinoza, au pluriel, Leçons sur Spinoza, et Le rationalisme de Spinoza, qui n'est que le développement des leçons. Je vous conseille dans un premier temps de commencer par des leçons auxquelles il est possible d'ailleurs de s'en tenir. On n'est pas forcément tenu de lire le livre plus important, plus volumineux, plus difficile aussi, qui s'intitule Le rationalisme de Spinoza. Donc ici, moi je ne cherche pas à soulever des problèmes concernant la philosophie de Spinoza, je cherche simplement à comprendre le texte. Et là, il y a une difficulté dans la lettre même du texte. Je pense qu'on peut comprendre de la façon suivante. En effet, il y a deux sortes de désirs. Ceux qui peuvent être compris à partir de notre seule nature, de notre essence propre, individuelle, ceux qu'on ne comprendra qu'à condition de les rapporter à l'action des causes extérieures venant de la nature entière dont nous sommes une partie. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tous nos désirs suivent de la nécessité de notre nature? Je pense que Spinoza veut dire ceci. Spinoza veut dire ceci, que il est dans notre nature d'avoir une essence individuelle, d'où procède la première catégorie de désir. Il est dans notre nature d'appartenir, d'être une partie de la grande nature, avec un N majuscule, si vous voulez, et que sous ces deux, sous l'idée de nature, se trouvent ici reprises ces deux notions, ces deux concepts de la nature, notre essence individuelle, et la grande nature, N majuscule, dont nous ne sommes qu'une partie. Mais dans tous les cas, que nos désirs se comprennent à partir de notre essence individuelle, qu'ils se comprennent à partir de notre appartenance à cette nature dont nous sommes une partie, ils sont toujours inscrits dans notre nature en tant que notre nature, c'est d'être des êtres de nature qui ont une essence et qui font partie de la nature avec un grand N. Je crois qu'il faut comprendre de cette façon-là, sinon je ne vois pas d'autre manière de résoudre cette petite difficulté. Je ne pense pas qu'il y ait d'incohérence dans ce paragraphe. Dans tous les cas, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que tous nos désirs, et ça je vais y revenir aujourd'hui, tous nos désirs, eh bien, ont un caractère naturel, sont, on a envie de dire, de nature naturelle.
Mais je reviendrai sur ce point dès aujourd'hui, de la façon la plus, j'essaie, la plus explicite possible, sur pourquoi je ne pourrais pas encore aujourd'hui aller plus vite que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Alors, j'entre maintenant dans le chapitre 2 que je vais lire et auquel je vais donner un titre. Enfin, le titre, c'est celui de mon explication. Je n'ajoute pas des titres au chapitre de Spinoza. Il ne l'a pas fait, je ne vais pas le faire à sa place. Nous allons dans cette... nous allons dans cette partie, je ne vois pas pourquoi j'inverse l'ordre, peu importe. Nous allons d'abord réfléchir sur une notion qui a été introduite à la toute fin du chapitre 1er, l'idée d'adéquation. Adéquation et bien sûr donc par conséquent inadéquation. Il a été fait brièvement allusion à cette notion d'adéquation à la fin donc du premier chapitre, puisque Spinoza nous disait à propos de ces désirs qui ne peuvent se comprendre que en tant que nous sommes une partie de la nature, Spinoza nous disait que cette partie ne peut être conçue adéquatement par elle-même, abstraction faite des autres individus. Il faudra évidemment expliquer ces concepts d'adéquation et d'inadéquation qui ont dans le spinozisme, je l'avais dit, une place absolument centrale. Donc ça va être, disons, ce que je vais commencer de faire aujourd'hui, mais commencer tout juste. Donc, il va s'agir de réfléchir sur ces notions d'adéquation ou d'inadéquation et sur le couple qui se trouve placé sous la dépendance immédiate du précédent, qui est le couple action-passion. Voilà, ça, ce sera l'objet, le double objet de l'explication de ce chapitre 2 que je vais lire tout de suite. Les désirs qui procèdent de notre nature, de façon qu'ils ne se puissent comprendre par elles seules, sont ceux qui se rapportent à l'esprit en tant qu'on le conçoit comme constitué d'idées adéquates. Quant aux autres désirs, ils ne se rapportent à l'esprit qu'en tant qu'ils conçoivent les choses inadéquatement. Leur force et leur accroissement à ces derniers désirs, ces désirs de la seconde espèce, leur force et leur accroissement doivent être définis leur force et leur accroissement doivent être définis par la puissance non de l'homme, mais des choses qui nous sont extérieures. C'est pourquoi les premiers sont appelés actions droites, les seconds passions. Les uns, en effet, sont toujours des marques de notre puissance, les autres, au contraire, de notre impuissance et d'une connaissance mutilée. Il importe de remarquer pour commencer que ce chapitre 2 s'inscrit dans la continuité totale et dans une rigoureuse continuité avec le chapitre précédent. Il est toujours question des désirs et se trouve reprise ici la distinction des désirs en fonction de la manière de les comprendre. Cette première distinction qui a été faite dans le premier chapitre va être rapportée à celle-ci, à cette seconde distinction, qui va en fournir l'explication. Vont nous être expliqués les propos qui ont été tenus dans le chapitre premier concernant la partition de nos désirs, et cette explication va mobiliser ce couple de concepts, et cette explication va déboucher sur une autre distinction qui concerne nos façons de nous conduire dans la vie, action droite ou passion, et ça nous y viendrons plus loin. Donc nous sommes dans la continuité, je répète, absolument rigoureuse avec le chapitre premier. On reste dans l'examen des désirs et dans l'examen de la partition des désirs. Alors simplement, nous nous trouvons d'emblée devant ce qu'il faut bien appeler un paradoxe. J'entends par paradoxe, non pas comme on l'entend trop souvent, parce que ça c'est une impropriété sur le sens du terme qui est assez fréquente. Un paradoxe, ça ne veut pas dire quelque chose qui recèle une contradiction. Ça peut ressortir à la contradiction. Mais un paradoxe, c'est d'abord une affirmation qui va contre l'opinion commune. Il faut
rappeler que le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme. Il faut rappeler en outre ce que Spinoza donne comme définition de l'essence, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. L'essence, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Or, si tous les désirs, tous nos désirs, procèdent de notre nature, c'est-à-dire de notre essence, effort par lequel nous nous efforçons de persévérer dans notre être. Si ces désirs sont l'essence même de l'homme, comment comprendre le fait que ces désirs sont si souvent tournés vers des objets dont la possession, dont la jouissance, tout au contraire de satisfaire notre aspiration à persévérer dans notre être, vont à l'encontre, à l'opposé, aux antipodes. Il y a beaucoup de désirs dont la satisfaction nous est nuisible. Et nous savons même que nous nourrissons des désirs, et quelquefois même, nous savons en pleine conscience que nous sommes en train de satisfaire un désir qui va contre l'accroissement de notre être, contre notre épanouissement, contre ce qui devrait être notre essence, l'effort pour persévérer dans notre être. Bon, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, c'est une expérience que chacun peut faire et que chacun a faite et fera. Nous formons des désirs, nous avons des désirs, et nous donnons satisfaction à des désirs qui vont à l'opposé, aux antipodes, d'une tendance qui serait saine pour persévérer dans notre être. Et ce qui est paradoxal, c'est que cela reste vrai de tout désir. Tous nos désirs expriment notre essence, notre tendance à persévérer dans notre être, y compris ceux dont la satisfaction nous est éminemment nuisible. Ça rappelle un peu un autre paradoxe très analogue qu'on trouve dans une pensée de Pascal, une pensée assez célèbre de Pascal, que je vais lire, qui est, alors, dans l'édition Le Guerme, celle de Folio, que j'utilise maintenant de préférence, qui est dans l'édition Le Guerme, la pensée numéro 138. Et qui est chez Brunswick. Brunswick, c'est sans doute l'édition des pensées sur laquelle vous avez le plus de chances de tomber si vous fouillez dans une vieille bibliothèque, dans un grenier, et que vous tombez sur un volume des pensées de Pascal. Parce qu'elle a été en vigueur pendant très très longtemps, c'est d'ailleurs une édition tout à fait respectable et encore utilisée. Le problème de l'édition des pensées de Pascal, de l'ordre dans lequel on les présente, est un très très vieux problème de publication pascalienne qui engage des questions non pas seulement d'édition, mais des questions proprement philosophiques. Mais je laisse ça de côté. Dans l'édition Brunswick, c'est le numéro 425. 425, voilà. Alors, dans cette pensée, Pascal dit ceci. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir d'être heureux, qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, et là est la chute de cette pensée qui en fait toute la force et tout le sel, c'est le motif, la recherche du bonheur, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Jusqu'à ceux qui vont se pendre. Ceux qui s'en vont avec la corde pour se pendre, eh bien, cherchent encore le bonheur. Et là, il y a évidemment un paradoxe. Comment peut-on chercher encore toujours à être heureux en mettant fin à ses jours? Est-ce que le fait de choisir de se donner la mort n'est pas le signe irrécusable qu'on a justement perdu toute aspiration au bonheur, qu'on a renoncé au bonheur et qu'on cherche à se
se guérir de cette impossibilité en se supprimant. Eh bien non, dit Pascal. Alors je ne vais pas commenter cette pensée de Pascal, qui se prolonge d'ailleurs dans ce qu'on lit chez Schopenhauer, qui dit qu'il ne faut pas du tout croire que le suicide soit une manifestation de l'extinction de la volonté de vivre, de ce qu'il appelle le vouloir vivre. Celui qui se suicide n'a nullement renoncé à vivre. Il n'a pas perdu la volonté de vivre, simplement il se heurte, sa volonté se heurte dans cette recherche du bonheur, dans cette recherche de la continuation de la vie, à quelque chose qui l'oblige à se libérer de l'impossibilité de satisfaire cette volonté en supprimant l'un des termes du problème, à savoir lui-même. Je ne commente pas ces propositions, ces affirmations, mais il faudra bien le faire pour Spinoza, parce que là, nous avons affaire à quelque chose qui est tout de même, je répète, paradoxal. Nous sommes travaillés par cette force fondamentale, ultime, qu'est la tendance à persévérer dans son être, le conatus, et ce conatus lui-même est porteur, en certaines circonstances, de désirs, donc d'actions, telles qu'ils nous conduisent aux antipodes de la satisfaction de cette aspiration du conatus. Alors, pour comprendre tout cela, il va falloir faire un détour par par la compréhension de certaines notions spinozistes, puisque la distinction entre les différentes sortes de désirs, elle est portée dans ce chapitre 2 par cette distinction entre adéquation et inadéquation. Adéquation et inadéquation sont des propriétés qui concernent ce que Spinoza appelle les idées. Les idées. Adéquation, inadéquation sont donc des propriétés caractéristiques de nos idées. Non pas d'ailleurs qu'il y ait des idées adéquates, des idées qui ne seraient qu'adéquates, et d'autre part, de l'autre côté d'une frontière qui séparerait l'esprit en deux, des idées qui ne seraient qu'inadéquates et qui seraient caractérisées par cette seule propriété d'être privées de tout rapport d'adéquation avec ce qui en est l'objet. Non, l'adéquation, l'inadéquation, elle est partagée, non pas entre certaines idées et d'autres idées, mais elle est partagée au sein probablement de toutes les idées que nous sommes en mesure de former. Et pour comprendre cela, il va d'abord falloir comprendre ce que sont les idées et ce qu'est le rapport de l'esprit à ces idées. Donc ce sera le premier moment, l'esprit et ses idées. Nous avons des idées. Nous avons des idées. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on a encore compris exactement ce que signifie l'énoncé. Nous avons des idées parce que, ou plutôt, dire que nous avons des idées, c'est une autre manière de dire ce que posait l'axiome numéro 2 de la deuxième partie, dont l'énoncé est extrêmement bref. Deuxième partie de l'éthique, bien sûr, axiome numéro 2, l'homme pense. L'homme pense. Cet axiome, l'homme pense, un axiome, c'est ce qui est posé sans que soit produite la justification de ce qui est affirmé. Comme, si vous voulez, une sorte d'évidence. Cette affirmation, l'homme pense, deuxième axiome de la deuxième partie, ce qui suit les définitions. Chacune des parties de l'éthique commence par une série de définitions suivies d'axiomes. Eh bien, cette affirmation, l'homme pense, pose ce qui est tout simplement une vérité de fait, une vérité qui se constate. Et on aurait pu aussi bien dire, avec le même degré de vérité, et sans avoir à le fonder ni plus ni moins que lorsque nous disons de l'homme qu'il pense, on aurait pu dire que l'homme marche, que l'homme chasse, que l'homme se réunit en société, que l'homme fait l'amour, que l'homme fait des mathématiques, de la philosophie, ou qu'il se livre à la pêche à la ligne ou joue à la pétanque. Ce sont des faits, et que l'homme pense est un fait. Disons tout de suite d'ailleurs que Spinoza n'en dit pas plus dans cet axiome. En particulier, il ne dit pas
qu'il n'y a que l'homme qui pense. Il ne dit pas que penser est le propre de l'homme, c'est-à-dire ce qui, n'appartenant qu'à lui, le distinguerait de tous les autres êtres, vivants ou pas vivants. Non, il ne dit pas cela, il dit l'homme pense. Et il ne dit pas non plus que cette propriété qu'a l'homme de penser, ou ce fait que l'homme pense, l'élève en tant que tel au-dessus des autres êtres. Il ne fait pas de la pensée, disons, un critère de hiérarchisation qui devrait conduire, comme on le fait quand même très souvent, à situer l'homme au-dessus ou au-delà de toutes les autres espèces d'êtres, et en particulier d'êtres vivants. Spinoza n'a aucun doute sur le fait, il ne peut pas ignorer que l'homme se distingue éminemment de toutes les autres espèces vivantes et de toutes les autres espèces d'êtres tout court, par, ne serait-ce que, c'est assez évident, certaines caractéristiques de ses pensées, certaines propriétés qu'ont ses pensées, à savoir d'être plus riches, plus complexes, plus variées, et d'avoir peut-être aussi des propriétés comme la capacité d'exercer une incidence plus forte, plus intense sur le monde qui l'entoure. Je n'insiste pas là-dessus. Spinoza est aux antipodes, serait aux antipodes, et on pourrait le constater dans bien des écrits, de cette forme, ce n'est qu'une forme, je ne parle pas de la chose globalement, mais de cette forme d'antispécisme, comme on dit aujourd'hui, qui consiste à dénier à l'espèce humaine toute forme de supériorité, toute espèce de supériorité par rapport, ne serait-ce qu'aux autres espèces vivantes. Mais ça, nous y reviendrons sur le statut de la pensée chez Spinoza. On n'a pas besoin pour l'instant d'en dire plus. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce qu'est une idée. Et donc, il faut commencer par là. Qu'est-ce qu'une idée ? Sinon, évidemment, nous ne comprendrons pas comment et sur quels critères Spinoza peut distinguer les idées qu'il qualifie d'adéquates de celles qu'il appelle inadéquates. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idée ? L'homme pense, et il forme des idées. On peut appeler idée tout contenu mental en tant qu'il renvoie à un objet. Ce qui définit l'idée comme contenu mental, c'est que l'idée est idée de quelque chose. Elle renvoie à un objet, et cet objet, dont l'idée est l'idée, c'est ce que, dans le vocabulaire spécialisé des philosophes, on appelle l'idéa. D'ailleurs, on appelle aussi idéation. On parle d'idéation, exactement comme on parle, par exemple, d'abstraction. Abstraction, le mouvement par lequel on abstrait, par exemple, de quelques cas particuliers, une propriété générale. On parle d'idéation pour parler du processus psychologique par lequel l'esprit, à partir des objets particuliers, forme des idées. Mais peu importe ces termes, retenons que l'idée a un objet qu'il a défini comme idée et que cet objet est son idéa, et que cette question de l'adéquation ou de l'inadéquation va se jouer dans le rapport de l'idée à ce dont elle est l'idée. Spinoza nous donne, dans la deuxième partie de l'éthique, au tout début, la définition de l'idée. C'est la troisième définition de la deuxième partie. Deuxième partie de l'éthique, définition 3, par idée, et bien sûr vous aurez toutes ces définitions sur le blog, ces citations se trouveront sur le blog. Par idée, j'entends un concept de l'esprit. Par idée, j'entends un concept de l'esprit que l'esprit forme parce qu'il est une chose pensante. Fin de citation. Par idée, j'entends un concept de l'esprit que l'esprit forme parce qu'il est une chose pensante. On va retrouver cette définition formulée à peu près dans les mêmes termes, enfin reprise dans le Scoli. Alors là, nous étions dans la deuxième partie, définition 3. Et, toujours dans la deuxième partie, proposition 48, Scoli. Alors là, nous sommes à la fin de la deuxième partie, dans le Scoli de la proposition 48.
on lit ceci, mais Spinoza ne fait que répéter sa définition. Ce que j'entends par idée, ce sont les concepts de la pensée. Ce que j'entends par idée, ce sont les concepts de la pensée. Donc un concept, une idée, c'est un concept de l'esprit que l'esprit forme parce qu'il est une chose pensante. Et les idées, ce sont les concepts de la pensée. Il y a deux pièges dans cette définition et dans l'énoncé qui est repris ensuite dans le Scoli de la proposition 48 de la deuxième partie. Il y a deux pièges dans lesquels il faut ne pas tomber, sinon on ne comprendra ni ce qu'est l'esprit, ni ce que sont les idées, ni le rapport qu'entretiennent les deux termes de ce couple. Premier piège, si il est question de concept, on aura facilement tendance à entendre dans la définition de Spinoza qu'il pense d'abord et peut-être exclusivement à ce qu'on appelle des idées abstraites. Un concept, traditionnellement, ce qu'on appelle dans le vocabulaire un peu rigoureux et spécialisé des philosophes, c'est une idée abstraite. Pour que vous compreniez bien, la manière d'accéder à ce que signifie cet adjectif abstrait, c'est de distinguer les concepts de ces contenus mentaux qui sont par exemple des images. Il ne revient pas au même de se former dans l'esprit, de se représenter dans l'esprit, par exemple, un cercle, et d'accéder à l'idée abstraite de cercle, celle que manipule le mathématicien. Parce que lorsque vous vous représentez un cercle, ce que vous imaginez par la pensée, ça va être une figure sensible, mais sensible à un niveau qui n'est pas celui de la sensibilité des cinq sens. Vous ne voyez pas ce cercle, mais vous le voyez mentalement. Vous vous le représentez, on peut dire d'ailleurs que c'est une représentation du cercle, mais précisément, si c'est une représentation du cercle, c'est que ce n'est pas tout à fait le cercle. Le cercle du mathématicien, lui, il n'est pas dans l'image que vous vous formez de la figure, il est dans la définition. Et la définition du mathématicien, elle dit ceci, qu'un cercle est une courbe fermée dont tous les points sont équidistants d'un même point, appelé centre. Et ça, c'est un énoncé qui nous demande de comprendre quelque chose avant de nous demander de nous le représenter. Alors dans le cas du cercle, c'est évidemment pas très évident, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment très différent de visualiser un cercle qui est une courbe fermée que je me représente comme parfaitement ronde, et donc dont tous les points sont à la même distance d'un même point appelé centre? Est-ce que c'est très différent de faire ça que d'accomplir l'acte intellectuel par lequel je comprends la définition? Pour le cercle, ça peut ne pas paraître évident. Mais par exemple, si je vous demande d'imaginer, par exemple, 1000 points, et si je vous demande un peu après d'en imaginer 1010 ou 1100, il est évident que dans le premier cas et dans le second, les images que vous formerez ne différeront en rien. Vous ne pouvez pas voir des choses différentes dans votre imagination quand vous imaginez 1000 points ou 1001 points. Imaginez-vous 1000 personnes sur la place de la mairie à Tarbes, par exemple en comparant aux souvenirs que vous avez de telle ou telle cérémonie, de telle ou telle manif, dans laquelle vous savez qu'il y avait 1000 personnes, mais imaginez-vous 1000 personnes, vous imaginez-en 1100, ça ne fait aucune différence. Tandis qu'il n'y a aucune difficulté pour vous à comprendre la différence entre l'idée abstraite de 1000 et l'idée abstraite de 1001, ou 1010 ou 1100. La distinction est immédiatement faite dans l'ordre intellectuel du concept, parce que le concept de 1000 et le concept de 1001 se distinguent d'une façon qui pour nous est immédiatement évidente, cette distinction ne pouvant pas être faite dans le cas des images. Et donc, on comprend ce que c'est qu'un concept, à savoir une idée abstraite, dès lors qu'on a compris la différence entre ce type d'idée, l'idée abstraite ou le concept, et l'image. Eh bien,
lorsque Spinoza définit l'idée comme un concept de l'esprit, ce n'est pas ça qu'il a en vue. C'est pas ça qu'il a en vue. Il ne définit pas l'idée pour attirer notre attention sur le fait qu'il parle d'un certain type très particulier de contenus mentaux qui seraient nos idées abstraites. Non, il nous dit autre chose. Il nous dit autre chose et il va l'expliquer dans ce qu'il appelle lui-même explication de cette définition, explication qui suit immédiatement la définition et qui est là pour dissiper une éventuelle erreur sur ce mot de concept qu'il emploie. Alors, j'ai pris l'exemple du cercle, j'ai pris l'exemple des nombres, on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a d'ailleurs, vous le savez bien, des notions mathématiques qui ne peuvent faire l'objet d'aucune espèce d'image ou de représentation. Un mathématicien exercé, et quelqu'un qui a l'habitude de se promener dans l'univers des concepts mathématiques, formera une certaine image lorsqu'on lui dira, par exemple, le mot dérivé. Lorsqu'on lui parlera de la dérivée d'une fonction, il comprendra ce que ça veut dire parce qu'il est mathématicien et qu'il connaît le concept de dérivée, mais il est probable aussi qu'il sera capable de se former une certaine image de ce que c'est qu'une dérivée à partir de la pente d'une courbe, par exemple, tangente à un point. Mais dès qu'on entre dans un ordre un peu complexe de notions mathématiques, il y a des cas dans lesquels on ne peut plus imaginer quoi que ce soit. Si je vous parle, par exemple, du nombre d'éléments que contient l'ensemble des entiers naturels, vous commencez à 0 et vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'infini parce qu'il n'y a pas de fin. Si je vous parle du nombre d'éléments de l'ensemble des entiers naturels, ce nombre, il a un nom, c'est Aleph 0. C'est une lettre de l'alphabet hébraïque. C'est Aleph 0. Vous pouvez comprendre ce que c'est que Aleph 0, nombre d'éléments de n. Ce nombre qui est différent du nombre d'éléments dans l'ensemble des nombres réels, mais qui est le même que le nombre d'éléments dans l'ensemble des entiers relatifs, par exemple, ou rationnels, ou des nombres rationnels. Bon, ça se démontre, mais je vous passe la démonstration. Vous comprenez très bien ce que c'est que le nombre des entiers naturels, vous comprenez très bien ce nombre est infini, mais vous ne pouvez évidemment pas l'imaginer, c'est absolument impossible. Mais vous comprenez. Et c'est ça qui fait la particularité du concept. Ce qu'on appelle concept en général, dans le vocabulaire un peu rigoureux des philosophes, c'est ce qui n'est accessible que par l'intellect, par l'entendement, par l'intelligence seule. Or ici, ce n'est pas ce que veut dire le mot. Voici l'explication que donne Spinoza de l'usage qu'il fait de ce mot de concept. Je dis concept plutôt que perception, pour définir l'idée. Je dis concept plutôt que perception, parce que le mot de perception paraît indiquer que l'esprit pâtit d'un objet. Pâtit d'un objet, c'est-à-dire subit quelque chose qui vient d'un objet, l'objet de l'idée. Je vais expliquer tout ça. Je dis concept plutôt que perception parce que le mot de perception paraît indiquer que l'esprit pâtit d'un objet, alors que concept paraît exprimer une action de l'esprit, une action de l'esprit. Ce que Spinoza veut nous dire dans cette définition, en utilisant le mot de concept, ce n'est pas que l'idée se confond avec un certain type, une certaine sorte, une certaine espèce restreinte de contenus mentaux, c'est que les idées formées par l'esprit sont le produit d'une activité. Le produit d'une activité ou le produit, si vous voulez, d'une sorte de dynamisme de l'esprit. Comment est-ce qu'il nous dit ça ? Il nous dit ça en opposant conception à perception. Dans le mot de perception, vous comprenez bien en quoi l'esprit est présenté comme passif. Il y a une chaise, je perçois la chaise. Cela veut dire que mon esprit reçoit passivement, puisque la chaise est là et qu'il n'est pour rien, mon esprit, dans le fait qu'elle lui soit donnée, qu'elle lui soit présentée, qu'elle lui soit montrée. La chaise est là, elle s'impose à mon esprit l'aperçoit, et en tant qu'il l'aperçoit, il est passif. Si on vous mène quelque part, les yeux bandés, et qu'on vous ôte le bandeau, vous regardez autour de vous, vous allez recevoir sur le mode de la pure passivité le spectacle qui vous est offert. Et c'est ça que veut dire le mot perception, en tant que Spinoza l'oppose à celui de conception. Dans la perception, il y a une idée de passivité. Les idées seraient, au fond, des contenus mentaux
que nous recevrions, qui seraient imprimés en nous par justement ce qui est l'objet de ces idées, leurs idéas, c'est-à-dire les choses. Les choses produiraient en nous des idées par le fait qu'elles s'imposent à l'esprit par leur présence, si vous voulez, et que l'esprit ne peut que subir cette présence de façon passive. Dans l'idée de conception, de concevoir, si vous entendez bien toutes les harmoniques que fait entendre cette notion de conception et ce verbe concevoir, pensez d'abord à la signification biologique. Et nous savons ce que veut dire concevoir sur le plan biologique. Et cela porte l'idée d'une activité, d'un dynamisme, qu'on pourrait d'ailleurs dire une activité et un dynamisme de nature, d'ordre vital. Ça veut dire qu'il y a une vie de l'esprit, il y a une vie de l'esprit qui est productrice des idées, l'esprit n'étant pas dans la situation de passivité qui consisterait à recevoir des idées d'objets en présence desquels il se trouverait et dont l'action sur l'esprit le contraindrait à avoir ces idées. Ce que nous dit Spinoza, c'est que les idées sont formées par l'esprit. Je dis donc concept plutôt que perception, parce que le mot de perception paraît indiquer que l'esprit partit d'un objet, le verbe pâtir renvoie à l'idée de passion, mais de passion tout simplement par opposition à l'action. Alors que concept paraît exprimer une action de l'esprit. Une action de l'esprit. Donc c'est ça que Spinoza veut faire ici. Il veut attirer notre attention sur le caractère dynamique de l'esprit, et on pourrait même aller jusqu'à dire sur le fait que l'esprit est porteur d'un dynamisme de nature, d'ordre vital. Mais ces définitions que j'ai lues, sont également porteuses d'un deuxième contresens possible, qui est le suivant. Lorsque Spinoza dit que, je répète la définition, par idée j'entends un concept de l'esprit, que l'esprit forme parce qu'il est une chose pensante. Que l'esprit forme parce qu'il est une chose pensante. Dire que l'esprit forme ses idées, c'est une manière, ça pourrait être une manière de suggérer qu'il y a une puissance qui s'appelle l'esprit, une réalité, une certaine entité qui s'appelle l'esprit, et dont la puissance serait justement de former, de produire, de fabriquer, si vous voulez, des idées. Qu'il y aurait d'abord l'esprit comme une espèce de pouvoir en nous, ou de faculté, et dont la spécialité serait de générer, d'engendrer, de produire des idées, à la manière dont on engendre dans le monde des choses vivantes. Or, cette manière de présenter les choses nous conduit extrêmement près d'un contresens. Ce contresens qui consiste à penser la production des idées dans un rapport de ce qu'on pourrait appeler, ça c'est une terminologie un peu technique, mais vous allez comprendre, ce qu'on pourrait appeler une causalité transitive. Causalité transitive, vous savez ce que c'est qu'un verbe transitif. Bon, causalité transitive, vous savez ce que c'est qu'un verbe transitif. Je mange quoi? Complément d'objet direct d'un verbe transitif, le verbe manger. Causalité transitive, cela veut dire qu'il y a une certaine entité qui exerce son pouvoir causal et qui produit par le biais, ou si vous voulez, la transition de cette puissance causale, des productions, des contenus mentaux qui sont des idées. Or, précisément, cette idée d'une causalité transitive est une idée qui n'est pas du tout celle qui correspond à la notion, la conception que Spinoza a des idées. Et on trouve dans ce même chapitre, un tout petit peu plus loin, dans ce chapitre 2, on trouve une formulation qui est de nature à rectifier cette manière de se représenter l'esprit d'une part, ses idées d'autre part, comme deux réalités d'ordre distinct, dont l'une, les idées, serait l'effet d'une cause qui serait l'esprit.
comment Spinoza nous permet-il de rectifier cette conception? Je reconnais tout à fait que pour opérer cette rectification, il faut avoir une certaine familiarité avec la conception spinoziste de l'esprit et de ses idées, parce que ça ne se dit pas de façon transparente, ni dans ce chapitre 2, ni dans les définitions respectives de l'idée que j'ai citée tout à l'heure. On lit un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 2, ceci, que l'esprit est constitué d'idées. L'esprit est constitué d'idées. Alors, l'esprit, je relis la phrase, les désirs qui procèdent de notre nature, de façon qu'ils se puissent comprendre par elles seules, sont ceux qui se rapportent à l'esprit en tant que le conçoit comme constitué d'idées adéquates. L'esprit est constitué d'idées adéquates. Or, l'idée d'une constitution de l'esprit à partir des idées, l'idée que l'esprit est constitué d'idées, on pourrait d'ailleurs traduire, c'est le verbe latin constare. On pourrait traduire ce verbe par composer. Ça se traduit aussi par composer. L'esprit est composé d'idées. Il est composé d'idées, il est constitué d'idées. Les idées en sont, si vous voulez, les éléments constituants, les composants, et ces idées ne sont pas produites, elles sont moins produites par l'esprit qu'elles ne sont l'esprit en tant que production. L'esprit produit, il produit des idées, et c'est ça qui fait qu'il est esprit. Il est esprit au sens où l'esprit se confond avec ce monde d'idées qu'il produit, mais qu'il produit non pas au sens où il existerait d'abord comme une force indépendante qui ensuite déploierait sa puissance en fabriquant, en générant des idées. Non, l'esprit est fait d'idées. L'esprit, ce sont des idées. L'esprit est, EST, ses propres idées, et il n'est rien d'autre que les idées dans lesquelles il consiste ou dont il est constitué. L'esprit ne précède pas. Il ne précède pas les idées. Il n'en est pas, si vous voulez, la cause en tant que cette cause existerait indépendamment des idées qu'il produit, un peu, si vous voulez, à la manière dont on peut dire, c'est peut-être encore une conception assez discutable, mais on peut dire que, par exemple, une entreprise qui produit, je ne sais pas, par exemple, des briques ou des pendules, eh bien, cette entreprise existe comme entité économique, juridique, et de cette entité qui précède sa production sort une production. Et la production, ce sont des briques, ou ce sont des pendules, ou autre chose. Et là, on peut distinguer l'entité qui produit des réalités produites. Dans le cas de l'esprit, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que les choses se présentent, et ça, on va le comprendre en approfondissant cette notion même d'esprit. Mais pour ça, il va falloir faire un détour. Et c'est là que je pense que nous allons atteindre, on va dire, l'apogée du niveau d'abstraction, donc de difficulté théorique, que vous aurez à affronter cette année. Parce que je ne crois pas que ça puisse s'avérer plus abstrait, plus difficile à d'autres occasions pendant l'année qui vient. Donc, apprêtez-vous à un effort. C'est maintenant que la pente devient peut-être vraiment raide. Vous allez me dire qu'est-ce que ça va être, compte tenu de ce que c'était déjà depuis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, bon, c'est vous qui direz. De toute façon, vous avez le droit de m'interrompre. Vous avez le droit aussi de susciter des questions, des demandes d'éclaircissement, des objections. Je rappelle que sur le blog, je fais figurer périodiquement les réponses que je me sens en mesure de faire aux demandes de clarification ou des réponses à quelques objections qu'on pourrait faire. J'ai enrichi pendant ces vacances le blog, je continuerai de le faire au fur et à mesure que vous enverrez des questions, à condition que ces questions, mais cette condition est toujours remplie, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle continuera d'être, que ces questions méritent d'être mises sous les yeux de tout le monde, et les réponses idem. Mais c'est ce qui se produit toujours. Vous croyez quelquefois peut-être que la question qui est née dans votre esprit n'a pu surgir que dans la faiblesse du vôtre, alors qu'en réalité, évidemment, ce sont des questions qui non seulement d'ailleurs sont certainement présentes dans plusieurs des esprits de ceux qui réfléchissent sur le spinozisme ici ou ailleurs,
mais peut-être même des questions qui vont beaucoup plus loin que vous n'imaginez même au moment où vous les posez. Alors, il va falloir maintenant faire un tout petit peu d'ontologie spinoziste. Un peu d'ontologie, un peu de métaphysique. C'est-à-dire qu'il va falloir descendre dans les sous-sols, si vous voulez, de l'éthique spinoziste. Et je répète, je descends dans les fondations, mais je ferai silence et je passerai d'une certaine façon, je mettrai la poussière sous le tapis en passant sous silence les redoutables difficultés que peuvent présenter certains de ces concepts spinozistes par lesquels il faut quand même bien passer. Alors, commençons par essayer de voir comment nous nous représentons spontanément les choses. Au fond, bon, tous autant que nous sommes, toutes et tous, autant que nous sommes ici, nous nous représentons comme, d'abord, ayant ou étant. Et là, évidemment, on peut discuter. Verbe avoir, verbe être, mais nous sommes tous individuellement un corps. Un corps. J'ai un corps, vous avez un corps, chacun de nous a individuellement, ou est, et là encore, je répète, il y a vraiment matière à discussion, sujet classique de philosophie pour examen ou pour concours, ai-je un corps ou suis-je mon corps? Je peux vous garantir que quand vous avez posé cette question, il y a de quoi méditer un bout de temps. Mais pour l'instant, je ne m'intéresse pas à cette question en particulier. Nous avons ou nous sommes un corps. À ce corps, nous constatons, nous faisons l'expérience de ce fait, qu'est attachée une certaine capacité à penser, à former des idées, à former des concepts au sens des idées abstraites, des images, à former des désirs, et nous disons, ben voilà, ça c'est mon esprit, ça c'est mon esprit. Certains qui adhèrent à certaines conceptions plus déterminées, peut-être métaphysiquement plus consistantes, par exemple des conceptions religieuses, appelleront cet esprit d'un nom particulier et diront « j'ai une âme ». Bon. D'autres refuseront ce terme d'âme, considérant qu'il est trop compromis, si vous voulez, avec certaines représentations religieuses dont il est en effet difficilement séparable. Mais il nous paraît assez évident de nous considérer comme des réalités individuelles, des réalités dont l'individualité est caractérisée sur le mode corporel, parce qu'après tout nos corps sont individualisés, ils sont distincts les uns des autres, on les distingue assez facilement les uns des autres. Ce sont des réalités qui sont d'abord de nature individuelle, ils sont individués, comme disent les philosophes, et en plus ils ont une individualité au sens où ils ont une personnalité, une originalité, et même une unicité. Un corps humain, c'est unique, il n'y a pas deux humains absolument identiques, même les vrais jumeaux, vous le savez bien, ne sont pas identiques. Mais cette individuation et cette individualisation et cette personnalité, évidemment, se constate tout autant, peut-être même plus encore, au niveau de l'esprit. Et donc, chacun d'entre nous se représente comme l'association d'un corps individué et d'un esprit lui-même individué. Bon, corps et esprit dont nous connaissons plus ou moins l'origine et le destin. Pour le corps, c'est assez clair. Le corps, nous savons qu'il est constitué, il consiste en la composition d'un certain nombre d'éléments de matière qui existaient avant nous, à l'état séparé, qui se sont rassemblés, dont d'ailleurs la composition varie à chaque instant, parce que la substance, la matière corporelle de notre corps se renouvelle, nous savons cela. Et puis nous savons que ce corps est destiné à se décomposer un jour. Alors pour l'esprit, c'est beaucoup plus délicat, parce que nous ne savons pas très bien. Nous nous demandons d'où il vient, est-ce qu'il est apparu, est-ce qu'il est né, est-ce qu'il a surgi avec le corps, est-ce qu'il disparaîtra en même temps que le corps se décomposera, est-ce qu'il est lui aussi l'esprit composé de parties? Ça paraît moins évident pour le corps. Un corps coupé en deux, on sait très bien ce que ça peut vouloir dire, il y en a des exemples concrets. Un esprit coupé en deux, c'est beaucoup moins évident à concevoir. Et au fond, nous vivons dans cette idée assez spontanément présente en chacun de nous que nous réalisons
l'union, l'association serait un mot trop faible, l'union, l'union intime, eh bien, d'un corps individué et d'un esprit individué. Voilà. Dans une continuité qui définit ce qu'on appelle notre identité. Avoir une identité, ça veut dire eh bien, que je suis le même, c'est ce que veut dire identité, identique, ça veut dire le même. Nous avons une identité, c'est-à-dire que nous sommes le même que ce que nous étions il y a 50 ans, si nous avons passé cet âge, que ce soit au point de vue du corps ou à celui de l'esprit. Alors bien sûr, pour le corps, ce n'est pas très évident, parce que quand on montre une photo de moi il y a 50 ans, bon, encore il y a 50 ans, ça va encore, mais si on montre une photo de moi il y a 66 ans, je vais faire une confidence, j'en ai 67, si on montre une photo de moi il y a 66 ans, le c'est toi n'a pas le caractère de l'évidence. Pour ce qui est de l'esprit, c'est un peu différent, parce que même si nous ne savons pas très très bien sur quoi nous pouvons fonder cette identité, qui veut dire en fait continuité. Identité, avoir une identité, ça veut dire que je me continue, je suis le même, continuellement, eh bien, d'une date qui est celle de ma naissance à la date de ma mort. Alors nous le savons moins, mais nous savons par exemple que la mémoire joue probablement un rôle dans la conscience au moins que nous avons de cette identité. Voilà comment nous nous représentons. Alors, Spinoza ne va pas contester, ne va pas discuter la légitimité de cette représentation spontanée. Mais le fait que nous nous représentions spontanément de cette façon-là ne signifie pas que c'est vraiment ça que nous sommes, ni comme ça que nous sommes faits. Parce que Spinoza nous invite à regarder les choses plutôt, on va dire, plutôt en sens inverse. En sens inverse, c'est-à-dire à regarder les individualités que nous sommes comme des réalités secondes par rapport à une réalité qui les précède de loin et qui les précède à la fois logiquement et chronologiquement. Qui les précède chronologiquement, ça veut dire que ça existait avant que nous naissions, et logiquement au sens où quelque chose est avant nous qui rend possible le fait que nous soyons ce que nous sommes, des corps et des esprits. Ça veut dire que bien sûr, nous nous représentons comme des corps, dotés d'esprit, au pluriel, autant qu'il y a de corps, et Spinoza nous dit, attention, il y a quelque chose, pas d'autre, pas de différent, parce que c'est la même chose, mais qu'il faut considérer à une échelle plus vaste, et tellement plus vaste qu'il faut dire une échelle universelle, parce qu'il y a non pas seulement des esprits et des corps, mais il y a ce qu'on pourrait appeler du spirituel. C'est pas un terme, c'est pas une manière de parler que Spinoza emploie, mais moi je l'emploie pour marquer la différence qu'il y a entre cette entité qu'il faut concevoir comme une sorte d'englobant par rapport aux esprits individuels que nous sommes. Il y a du spirituel, il y a du corporel. Ou si vous préférez, il y a de l'esprit, avec un grand E, de l'esprit, et il y a, et là ce sera plus clair pour tout le monde je pense, de la matière. Alors Spinoza ne dit pas comme ça, lui il va le dire, il y a de la pensée, et il y a de l'étendue. Alors de la pensée, on comprend assez bien par rapport à la manière de dire qui a été proposée précédemment. De l'étendue, c'est moins clair, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ceci, c'est un terme d'origine cartésienne, ça vient de Descartes, et ça dit ceci, que ce qui va distinguer les choses qui relèvent de la pensée et celles qui relèvent de la matière ou du corporel, c'est précisément que les secondes ont le caractère de l'extension spatiale. Elles sont étendues dans l'espace, elles ont une extension spatiale. Ça veut dire que, par exemple, ce stylo, il a des dimensions dans l'espace, on peut tout à fait concevoir de le couper en deux, et même, parce que ça c'est matériellement possible, c'est même très facile, mais même pour quelque chose qui n'est impossible de couper en deux, physiquement, la planète Terre, par exemple, il y a du fil à couper le beurre, il n'y a pas du fil à couper des planètes, et donc on ne peut pas envisager de couper effectivement, physiquement, la Terre en deux. Mais c'est parfaitement concevable. L'idée que la Terre soit divisée en deux parties hémisphériques à peu près égales, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème à notre représentation. Alors que l'idée d'une moitié de pensée, d'une moitié de désir, d'une moitié de concept, qu'est-ce que ce serait, par exemple, la moitié ou le tiers du concept de triangle?
Bah, le tiers du concept de triangle, c'est pas le concept d'angle, hein. Certainement pas. C'est pas parce qu'un concept a 3 angles que vous pouvez couper le concept de triangle en 3. Le concept de triangle, il ne se coupe pas. Vous comprenez tout, ou vous avez rien. Et donc, nous concevons bien qu'avec la pensée et avec la matière ou le corporel, ce que Spinoza va appeler l'intendu, nous avons affaire à 2 ordres de réalité foncièrement distincts. Alors, Spinoza va nous dire ceci, eh bien, pensée étendue sont des attributs de la substance. Ce sont des attributs de la substance, de Dieu, des attributs de la substance divine, des attributs, on pourrait aussi bien dire de la nature, même si Spinoza n'utilisera pas tout à fait le mot attribut pour parler de la nature. L'idée de parler des propriétés de Dieu, si vous voulez, sous le nom d'attribut, est une idée très ancienne qui précède de loin la métaphysique ou l'ontologie spinoziste, puisque les attributs divins, l'omniscience, la toute-puissance, l'amour, etc., ça, ce sont des choses qui sont bien connues, du moins dans les religions révélées du monde occidental, et évidemment, avec le terme d'attribut, Spinoza hérite aussi de ça. Il n'hérite pas seulement de la signification théologique ou religieuse de l'idée des attributs de Dieu, mais il en hérite également. Eh bien, la pensée et l'étendue sont des attributs de la substance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut donner la définition de l'attribut. Et cette définition de l'attribut, elle se trouve au tout début de l'éthique. C'est la 4e définition de la première partie. C'est la 4e définition de la première partie, la définition de l'attribut. Alors, ça, c'est le genre. On est à la 4e ligne de l'éthique. Hein, on est au tout début, au tout commencement. C'est le genre de choses qui vont immédiatement décourager le lecteur de l'éthique, parce que quand il va lire la définition de l'attribut, il va dire, mais je comprends aussi bien que la première définition qui me disait que par cause de soi, j'entends ce dont, etc., enfin, ce dont l'essence implique l'existence, etc., ce qui ne peut être conçu que comme existant. Déjà, la définition, j'avais compris. 2, 3, je n'ai pas compris. 4, je lis ceci. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Bon. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Bon courage. Je dis bon courage au lecteur qui, sans formation préalable, mais même avec la meilleure volonté du monde, beaucoup de courage et déjà une culture générale honorable, bon courage au lecteur qui entre dans un livre dont on lui dit que s'il veut le comprendre, il faudra qu'il comprenne ces définitions-là. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Nous savons que la substance, c'est Dieu, substance, Dieu, nature, c'est la même chose. Encore une fois, désignée par des termes dont la signification n'est pas exactement la même, mais qui ont le même référent, c'est-à-dire qui désignent le même objet. Dieu, la substance, la nature, même chose. Alors, l'attribut, c'est ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Si nous partons de ce qu'est la substance, le Dieu substance, le Dieu nature, tout ce qui est, tout le réel. Eh bien, si nous essayons de comprendre la manière dont ce réel se présente à nous, si nous réfléchissons sur la réalité telle qu'elle se donne à connaître, à voir au sens figuré, pas seulement à voir au sens visuel, mais à comprendre dans notre existence immédiate. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'effectivement, la réalité se présente à nous sous les 2 aspects de la pensée et de l'étendue. C'est-à-dire, c'est un fait. C'est un fait que dans les choses qui ont une réalité, eh bien, vous pouvez établir une division fondamentale entre ce qui est
étendu dans l'espace et qui relève de la matérialité ou de la corporéité, si vous voulez, du corporel ou du matériel, d'une part, et d'autre part, ce qui n'a pas cette propriété d'être étendu dans l'espace, d'avoir une extension spatiale, et qui relève de ce qu'on appelle l'esprit ou la pensée. Les idées, les représentations, les images mentales, tout cela n'est pas dans l'espace. Comme je le disais tout à l'heure, tout ça n'a pas de réalité spatiale. On est dans l'ordre de la pensée, c'est-à-dire de quelque chose dont nous voyons bien que cela est d'essence différente de ce que sont les choses qui relèvent de l'extension spatiale, de la matière. Nous voyons bien que nous avons affaire à deux types de réalités différentes. À deux types de réalités différents. Ce qui veut dire que l'être même des choses se présente à nous sous ce double aspect de la matérialité et de la spiritualité, ou, si vous voulez, de la corporéité et de la spiritualité, de la matérialité. Appelez ça comme vous voudrez d'un côté comme de l'autre, ça ne change pas grand-chose. Les termes spinozistes sont pensés et étendus, et c'est un fait simplement que la réalité de l'être nous apparaît constituée de telle façon, de cette façon-là. Ou alors, mais je suis preneur de la réponse, si vous avez la réponse à cette question, connaissez-vous une tierce manière, une troisième manière, pour une réalité réelle d'être, que de relever soit de l'étendue, soit de la pensée? Voyez-vous des choses qu'il soit possible de qualifier de réelles, parce qu'évidemment une pensée c'est bien réel, une idée c'est bien réel, une sensation c'est bien réel, une perception, etc., une image mentale c'est bien réel. Voyez-vous, connaissez-vous un type de réalité méritant d'être considéré comme réel et qui puisse relever d'une catégorie qui ne soit ni celle de la pensée ni celle de l'étendue? Ce qui veut dire qu'en effet, la pensée et l'étendue en tant qu'attributs de la substance sont les manières pour nous, pour la substance d'exister, ce que notre entendement perçoit de la substance comme constituant son essence, sa nature. Alors cette nature est, si vous voulez, double en un sens. Elle est en un sens double au sens où elle se présente sous ces deux aspects. Là où vous risquez de voir s'ouvrir sous vos yeux un gouffre assez terrifiant, en tout cas assez fascinant, c'est lorsque Spinoza vous dit que notre entendement, en effet, ne peut concevoir la substance que sous ces deux attributs de la pensée et de l'étendue, mais qu'il y en a une infinité. Ça, bon, ça donne un peu à penser, parce que ça nous oblige à former cette idée qu'il y aurait pour la substance une infinité de manières d'exister, plutôt, pardon, pas d'exister, mais de se présenter à un entendement, qui ne serait peut-être pas le nôtre, mais une infinité de manières, peut-être par exemple l'entendement de Dieu lui-même, une infinité de manières de se présenter qui différerait autant de ceci, la pensée, que de cela, l'étendue, que la pensée et l'étendue diffèrent entre elles. Car il est bien évident que les choses de l'ordre de la pensée et les choses de l'ordre de l'étendue sont séparées par un abîme infranchissable. Il y a évidemment une différence qui est immédiatement évidente à l'esprit d'essence entre ceci et cela. Spinoza nous dit, et non seulement il nous le dit, mais il prétend le démontrer, que l'essence divine consiste en une infinité d'attributs. Une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux. Alors, il y a beaucoup de problèmes, évidemment, qui surgissent à partir de cette affirmation que nous connaissons de la substance, deux attributs. Pourquoi est-ce que nous n'en connaissons que deux? Pourquoi est-ce que l'accès ne nous est pas offert à trois? Ou pourquoi est-ce que l'accès ne nous est pas offert à l'infinité des attributs sous lesquels, on pourrait dire, se décline la substance? Bon, nous n'en connaissons que deux, ces deux-là. Et y en a-t-il d'autres? Y en a-t-il d'autres? Pour nous, assurément pas. Je répète, essayez de relever ce défi qui consiste à tenter de penser une façon d'être
qui ne relève ni de l'extension spatiale du type matériel, celle des corps, ni du mode mental de la pensée. Du corporel et du mental, voilà ce qui peut entrer sous la catégorie de réalité. Pour nous, ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons entendre, au sens de comprendre, au sens d'une activité de l'entendement, ce que nous pouvons comprendre comme entrant sous la catégorie de réalité, sous l'idée de réalité. Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Voilà ce que nous dit Spinoza. Alors, l'étendue et la pensée sont les deux attributs de la substance tels que notre entendement les perçoit. Ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Comme constituant son essence, ça veut dire que nous ne voyons pas en quoi pourrait consister la nature de l'être si elle n'est pas étendue ou pensée. Alors, nous avons tendance à nous représenter, donc, au fond, ces deux réalités comme caractérisant certains êtres individuels, les corps, les esprits, ou des choses dont on ne sait pas très bien si... Alors nous savons très bien, par exemple, que nous sommes des corps, mais que les animaux en sont aussi, et qu'un végétal a un corps aussi, et qu'une planète, c'est un corps. Ça ne pose aucun problème. Jusqu'où va la pensée, jusqu'où va l'esprit dans l'univers des créatures non humaines, nous ne savons pas très bien, c'est l'objet de débat. C'est l'objet de débats d'ailleurs quelquefois vifs, parce que leur enjeu est important. Leur enjeu peut être moral, il peut être éthique, il peut être juridique, il peut être politique. Bref, ce sont des questions dont nous discutons. Mais enfin, nous nous représentons les choses à peu près de cette façon-là. Et ce que vous dit Spinoza, c'est qu'avant qu'il y ait des esprits individués, le vôtre, le mien, avant qu'il y ait des corps individués, il y a l'esprit et le corps. Ou plutôt, il y a le spirituel et le corporel, qui sont les attributs de la substance divine. Attributs infinis, dont nous sommes des expressions, dont nos corps individuels, dont nos esprits individuels sont des expressions, ou plutôt il faudrait dire, ce sont des entités, la pensée, l'étendue, auxquelles nous avons part. Auxquelles nous avons part. C'est-à-dire que nous avons part au sens où, eh bien, quelque chose de la substance divine, en tant qu'étendue, on va dire, se manifeste dans nos corps, s'exprime dans nos corps, quelque chose de la pensée de la substance divine s'exprime, se manifeste dans nos esprits, qui en sont des manifestations, et le terme spinoziste le plus caractéristique, c'est même un terme auquel Gilles Deleuze a consacré tout un livre, Spinoza et le problème de l'expression. C'est un terme, le mot expression, qui est central dans la façon dont Spinoza présente son ontologie. Eh bien, nos esprits, nos corps expriment la nature de la pensée de Dieu ou du corps de Dieu. Il faut remarquer au passage que Spinoza vous dit Dieu est esprit et corps. Alors que Dieu soit esprit, ça, c'est ce que chacun sait, évidemment. C'est l'affirmation, je veux dire, de base de toutes les religions révélées qui appartiennent à l'univers dans lequel Spinoza lui-même vit. Que Dieu est esprit, que Dieu est pur esprit. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'allais au catéchisme en cachette de mes parents. J'ai appris que Dieu était pur esprit, mais si j'avais dit, mais il doit bien avoir un corps aussi, ce Dieu, je me serais certainement fait reprendre vertement par la personne responsable du catéchisme qui m'aurait dit que ce n'est pas parce que nous avons été créés à son image qu'il faut se représenter en Dieu un corps à l'image d'une autre. Eh bien, Spinoza vous dit, Dieu est étendu aussi bien, autant que pensé ou pensant, parce qu'il est pensant en réalité. Cet attribut de la pensée est évidemment habité par la même dynamique, par le même dynamisme, et de même l'attribut étendu est animé par le même dynamisme, par la même puissance agissante, qui est celle du conatus divin. Car Dieu, le Dieu nature, la substance, évidemment, a aussi son conatus, dont chacun des conatus des réalités particulières est une expression, une manifestation. Chacun de nos conatus a part au conatus divin, c'est-à-dire à la puissance divine qui s'exprime en chacun de nous, à la fois pensée et étendue. Et c'est à partir de là qu'il faut penser ce que nous sommes comme esprit et comme étendu. Et ce que nous pouvons dire, c'est que, et c'est ce que Spinoza dit
expressément, l'ordre de la pensée est à l'ordre de l'étendue ce qu'est le rapport de l'idée à son idéal, c'est-à-dire que la pensée de Dieu est l'idée de Dieu. L'idée dont l'idéal est le corps de Dieu, c'est-à-dire l'étendue. Et encore une fois, en Dieu, il ne s'agit de rien d'autre que de la nature. La nature est faite de corps, ça va de soi pour tout le monde. C'est évident que la corporéité soit constitutive de la réalité naturelle. Elle est faite de pensée et il y a correspondance exacte, il y a correspondance rigoureuse de ces deux ordres quant à l'organisation. C'est-à-dire que nous avons affaire à deux ordres de réalité, ou plus exactement, il faudrait peut-être dire à deux points de vue sur la réalité, les deux points de vue que nous présente notre entendement sur la réalité. Deux points de vue, alors ceux qui sont cette notion même de point de vue, elle dissimule, j'y fais quand même allusion à certaines des difficultés devant lesquelles nous place cette ontologie, elle dissimule évidemment un nid de problèmes très difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons un point de vue sur la substance? Je passe sur ces difficultés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à deux attributs qui sont, on va dire, l'avers et le revers d'une même médaille. C'est du moins comme ça que nous devons nous représenter les choses, parce qu'en fait, cette médaille, elle a une infinité de faces dans la conception de Spinoza, puisqu'il dit que Dieu, la substance divine, s'exprime sous une infinité d'attributs. Nous n'en connaissons que deux, avers et revers d'une même médaille, sauf que des deux côtés de la médaille, il y a la même chose. Il y a la même chose, mais dit d'un côté sur le mode de la pensée, de l'autre sur le mode de l'extension spatiale, sur le mode de la matière. Voilà ce que, disons, devant quoi nous place l'ontologie spinoziste. Ce qui veut dire que, au fond, Dieu fait dans l'ordre de la pensée et dans l'ordre étendu la même chose. Il le fait matériellement de ce côté-ci, il le fait mentalement de ce côté-là. Et si vous réservez le terme faire à ce qui se passe du côté de l'étendu, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il a fait ceci ou cela, on pense plutôt aux effets qu'il a produits dans la réalité corporelle ou matérielle. On pourrait dire Dieu pense tout ce qu'il fait et fait tout ce qu'il pense. Puisque simultanément, ou plutôt identiquement, Dieu s'exprime sous les deux formes de la pensée et de l'étendu, dans une relation de stricte correspondance, exacte, absolue. Et c'est ce qu'on va appeler, d'un terme que j'expliciterai alors, la prochaine fois, parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appellera souvent, mais il importe de se souvenir que Spinoza n'utilise jamais ce mot, c'est ce qu'on va appeler le parallélisme des attributs. Le parallélisme des attributs. Parallélisme, ça veut dire que, eh bien, l'attribut pensée, l'attribut étendu, la pensée, la matière sont deux réalités, deux façons pour la substance d'exprimer sa réalité sur le mode dynamique de la production. Et qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Eh bien, c'est, exprimons de façon un peu, disons un peu approximative, de façon peu rigoureuse, un esprit, de même qu'un corps est une portion d'étendue, un esprit, c'est une portion de pensée. Chacun de nos esprits ici réalise, accomplit un mode, une modalité, et un corps particulier, un esprit particulier sont des modes, une modalité, c'est-à-dire une manière. Modus en latin, c'est la manière. Et la mode, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de s'habiller, par exemple, ou de parler. Chacun de nos esprits, chacun de nos corps, réalise d'une certaine manière la puissance divine qui s'exprime dans ces deux registres, sous ces deux aspects. Et c'est ça que nous sommes, les réalités individuelles que constituent mon corps particulier dans l'étendue, mon esprit particulier dans la pensée, mais ces réalités individuelles, individuées, n'ont évidemment de réalité en tant qu'individué, en tant qu'ayant une identité, que transitoire, temporaire, provisoire, éphémère, et évidemment
précaire, forcément, puisque tout cela est soumis eh bien, aux aléas constitués par la vie même de la substance. La substance, par exemple, la substance étendue s'exprime sous une infinité de modes, une infinité de manières, dont on sait bien que la compatibilité avec les manifestations de mon corps à moi sont soumises à des conditions extrêmement strictes qui ne sont accomplies qu'un temps, et un temps extrêmement limité. Et de même pour l'esprit. Voilà ce que nous sommes, non pas, alors ça c'est la conception que Spinoza avait trouvée chez Descartes, non pas une âme qu'un Dieu aurait créée à un moment donné pour la faire descendre dans un corps auquel elle était destinée, pour la lui retirer au moment où ce corps est amené à se décomposer et faire subir à cette âme un destin spécial. Non, les destins sont parallèles. Les destins sont parallèles, et c'est ce que signifie la fameuse expression spinoziste, l'une des plus célèbres de l'éthique. L'esprit, l'âme, l'esprit, mens, c'est l'idée du corps. C'est l'idée du corps. C'est l'idée dont l'idéa est le corps. C'est l'idée, c'est cette idée, l'esprit, à laquelle correspond cette idéa dans l'ordre de l'étendue qu'est le corps. Évidemment, cela a des conséquences, enfin, ça porte à des conséquences. Si ce parallélisme est... J'éclairerai la prochaine fois cette notion de parallélisme, ça ne va pas du tout de soi. L'idée même de parallélisme, elle est fondée sur une image géométrique, que tout le monde peut se représenter, parce que des parallèles, vous savez ce que c'est, mais elle pose beaucoup de problèmes, et j'essaierai quand même d'en dire quelques mots. Mais ce parallélisme a évidemment des conséquences. Cela veut dire que, eh bien, il y a exactement autant de pensées qu'il y a d'étendue, et là où de l'étendue fonctionne, ben de la pensée fonctionne. De là l'idée que toute chose, quoi qu'elle ait des degrés divers, dit Spinoza, quoi qu'elle ait des degrés divers, eh bien, toutes choses sont alors animées. Il dit animata. Animata, cela veut dire ont un correspondant dans l'ordre de la pensée. Évidemment, au sens où nous disons que l'homme pense, et au sens où l'homme forme certains types de pensée, une certaine espèce de pensée, évidemment, toutes les choses ne pensent pas, toutes les réalités ne pensent pas de la même façon, dans le même sens. L'esprit et l'idée du corps, ça veut dire que les idées qu'un esprit humain peut former, les idées qu'un esprit humain peut former, sont les idées de cet être qui a un corps particulier, en particulier un corps qui comporte cet organe si particulier qu'est le cerveau, dont l'esprit est, si vous voulez, le correspondant dans ce qu'on aurait presque envie d'appeler, mais évidemment ça ne convient pas, un monde parallèle. Mais parler de monde parallèle, ce serait comme s'il y avait deux substances, surtout pas, il n'y en a qu'une. Mais dire que nos esprits sont des modes de la substance, c'est dire justement qu'ils n'ont pas de caractère substantiel. Ils ne se soutiennent pas eux-mêmes, ils ne vivent pas par eux-mêmes, ils vivent par la vie de l'attribut pensée. Nos esprits ne sont pas des substances, alors qu'évidemment le caractère substantiel de l'esprit, l'idée qu'il puisse se soutenir lui-même, substance, ça vient du latin substare, se tenir sous. Dire que l'esprit est une substance, c'est dire que quelque chose se tient sous l'esprit, qui lui confère une consistance, et peut-être même d'ailleurs une espèce de permanence qui irait jusqu'à l'immortalité, et il n'y a pas de meilleur moyen d'être immortel que d'être une substance. Or, ce que dit Spinoza, c'est que nos esprits, nos idées, ont une puissance, c'est la puissance de leur conatus, qui exprime la puissance de la pensée divine, mais n'ont pas de caractère substantiel. Ils sont non substantiels. Ils sont des accidents, ce qu'on pourrait dire, oui, des accidents, pour parler un langage qui est plutôt celui d'Aristote, des accidents de la substance, c'est ce qui arrive à la substance divine, de se réaliser dans des esprits ou dans des corps individuels. Alors vous me direz, bon ben là on en est là, c'est de la métaphysique, c'est de l'ontologie, on voit bien plus très bien le rapport avec l'éthique, c'est-à-dire avec la droite conduite de la vie. Eh bien on y reviendra. Et parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que Spinoza entend par recta ratio vivendi, droite manière de vivre, si vous n'avez pas compris ça. Ça c'est pas possible. Ça vous ne pourrez pas. Or, la distinction entre idée adéquate et inadéquate, elle n'est compréhensible, elle n'est intelligible qu'à partir de ces soubassements ontologiques. J'y peux rien. Si on pouvait s'en dispenser, je m'en dispenserais, mais on ne peut pas. On ne peut pas.
tant qu'on reste dans cette conception spontanée, naturelle, qui est celle d'esprit, donc de nature substantielle finalement, qui auraient leur indépendance, on ne peut pas comprendre ce que signifient les idées d'adéquation, d'inadéquation, et par conséquent d'action et de passion au sens spinoziste. Voilà, donc je m'arrête là, et la prochaine fois nous entrerons dans la